Maïmouna, Bonjour Abdel. nous sommes en direct du collège César Evora Montreuil. Ça fait 2 semaines qu'on travaille avec la bibliothèque, l'association avec et le journaliste Edouard Zambo. Maïmouna, est-ce que tu sais combien il faut de litres d'eau pour fabriquer un jean? Non, et toi, est-ce que tu sais pourquoi des militants écologistes arrachent des OGM? Est-ce que vous connaissez les réponses à ces questions? Nos invités, eux, en connaissent plus sur ce sujet. Mais qui sont-ils? On a la chance aujourd'hui, dans la 8e édition de l'émission Et moi, qu'est-ce que j'en pense, d'avoir aujourd'hui avec nous Majulas Bey, pour nous parler de l'écologie et du textile. Noël, ma mère, pour faire le lien entre l'écologie et la politique. Alma Dufour, pour l'association Les Amis de la Terre, pour parler de l'engagement à l'écologie. Bienvenue, Majdoulin Bay, dans notre émission. Je laisse la parole à Whitney Saligny pour vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Majdoulin Bey, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci. Je suis confinée à Lille, étant donné que je suis cas contact et probablement contaminée Covid. Donc, je n'ai pas pu être parmi vous, malheureusement, ce que je regrette énormément. Mais c'est plus prudent comme ça. Vous êtes sociologue spécialisé en environnement et vous avez grandi à Roubaix, dans le Nord, sur un territoire historique du textile français. Vous avez cofondé l'Université populaire et citoyenne de Roubaix. Vous avez publié 2 livres dans lesquels vous vous engagez pour une mode plus responsable. Donc, une mode éthique est-elle possible et toujours moins chère, mais à quel prix? Est-ce que cette présentation vous convient ou est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Non, c'est très fidèle. Aujourd'hui, j'enseigne à l'Université de Lille et je suis vice-présidente d'une association qui promeut justement un textile plus responsable et qui emploie une 30aine de personnes. Merci, je laisse la parole à mes collègues pour vous poser quelques questions. Bonjour, je me présente Abdel. J'ai une question pour vous. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la mode éthique? Alors, la mode éthique, la mode responsable, la mode durable, c'est par opposition à une industrie de la mode qui n'est pas durable, qui n'est pas responsable et qui, voire, exploite l'homme et la nature de manière absolument inacceptable. Donc, par opposition, on a eu besoin de dire qu'il y avait besoin de promouvoir un autre modèle pour fabriquer les vêtements et les commercialiser. Ces 30 dernières années, on a eu un basculement de l'industrie de la mode vers un modèle non durable, puisque les industries, les enseignes, les marques ont pour partie sous-traité et délocalisé la fabrication des produits de mode et d'habillement à des pays lointains, en particulier en Asie du Sud-Est. Et en le faisant, elles se sont conformées, elles ont mis en œuvre un modèle économique qui consiste à produire toujours plus, vendre toujours plus, pour que nous consommions toujours plus et que nous jetions toujours plus de vêtements. Elles ont bien sûr aussi détruit des emplois ici en France, par exemple. Et aujourd'hui, la conséquence de ce système, c'est que l'industrie de la mode contribue plus aux émissions de gaz à effet de serre, donc au dérèglement climatique, que le transport aérien et le transport maritime confondus. Qu'elle est la 3e consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. Il faut plusieurs milliers de litres d'eau pour faire un t-shirt. Elle utilise 25% des pesticides du monde. Donc ces pesticides, ce sont des produits chimiques qui visent à tuer les mauvaises herbes, ou les insecticides qui visent à tuer les insectes qui mettent en péril, en tout cas, c'est ce qu'on dit des cultures. Et donc, elle consomme énormément de ces produits, ce qui a des conséquences pour la santé des travailleurs, pour notre santé aussi à nous, parce que ça reste dans les vêtements, et bien sûr sur la biodiversité. Et puis enfin, pour produire pas cher, il faut forcément exploiter les gens. Et on a eu beaucoup de scandales autour du travail des enfants, mais aussi un grand scandale qui a marqué l'opinion publique, puisqu'une usine de plus de 1000 personnes s'est effondrée en Bangladesh, le Rana Plaza, et ça a marqué les esprits. Donc depuis une bonne décennie, vous avez des marques, des jeunes créateurs qui ont décidé justement de produire autrement, de ne pas être dans cette chasse au moins cher, au plus gros profit, mais d'essayer de proposer des vêtements
qui sont produits en respectant l'homme et la planète et qui on l'espère, répondent aux besoins des clients. Et puis, voilà, c'est ça la mode éthique. C'est une mode qui respecte et qui essaye de s'engager autour de valeurs qui sont évidentes, qui consistent simplement à considérer que le vivant doit passer avant toute chose. D'accord. Et qu'est-ce que cela change concrètement par rapport à la mode conventionnelle? Alors aujourd'hui, le secteur de la mode éthique ou responsable, c'est pas, il n'y a pas une case où on peut ranger les gens, il n'y a pas un label unique qui permet de dire c'est de la mode éthique ou ça n'est pas de la mode éthique. Donc c'est un foisonnement d'initiatives. C'est très compliqué de s'y retrouver pour un consommateur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris des livres et que je fais aussi des conférences et que j'essaye à mon échelle d'agir comme d'autres. C'est très compliqué. Alors il y a quelques points de repère qui permettent de voir. Première chose, c'est qu'une marque doit être capable de renseigner très précisément où et dans quelles conditions a été fait le produit qu'elle propose. Jusqu'à une période pas très récente, il faut savoir que c'était presque devenu une norme pour une marque de ne pas savoir où et comment avait été fabriqué le produit qu'elle propose, puisque lorsqu'une marque ou une enseigne décidait de faire une collection de vêtements, elle allait dans un pays à bas coût de main-d'œuvre, en l'occurrence au Bangladesh, au Vietnam, en Chine, et elle demandait à un négociant de lui proposer des solutions pour faire tel ou tel produit. Et elle ne savait même pas d'où venait le tissu, d'où venait la matière. Parfois même la composition du produit, elle était incapable de le renseigner. Bien sûr, c'est une obligation légale, mais ça n'est pas garanti. Donc la première étape, c'est déjà de n'acheter qu'à des marques qui vous proposent de vous informer sur où et dans quelles conditions a été réalisé le produit. Et puis ensuite, il y a des marqueurs qui permettent de savoir que c'est un produit plus responsable, comme la matière. Alors on parle du coton biologique, c'est déjà une avancée. Le lin, le chanvre et l'ortie, ce sont des matières qui sont meilleures du point de vue environnemental. Il faut privilégier en fait les petites marques engagées qui expliquent très explicitement comment est composé un produit, de quoi il est composé, etc. Et puis, vous avez aussi la possibilité, et c'est un secteur en plein essor, de vous habiller en seconde main, parce qu'on gaspille énormément dans le secteur du vêtement. Donc la mode éthique, c'est un secteur qui aujourd'hui représente 8% du marché français, qui n'a pas de limite claire, mais qui oblige un peu le consommateur à se poser beaucoup de questions. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous donner des repères. C'est d'abord où c'est fait et comment. Et puis après, il y a des pistes pour avoir des vêtements qui consomment moins de ressources naturelles et qui sont mieux produits. Voilà. Merci. J'ai mieux compris la réponse plutôt, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Je vous laisse avec mes collègues journalistes. Merci beaucoup. Ben. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Inès et j'aimerais bien vous poser une question. Mm-hmm. On a remarqué que la mode éthique, elle n'est pas disponible chez Zara ou H&M, etc., enfin les magasins lambda. Où est-ce qu'on peut trouver de la mode éthique? Alors, la mode éthique, elle se trouve effectivement, ceux qui aujourd'hui produisent des vêtements neufs se revendiquant de la mode responsable, la mode éthique, la mode durable, souvent ce sont des petites marques ou des petites entreprises. Il y a des exceptions, mais souvent ce sont des plus petites entreprises. Et ça s'explique parce que si on veut produire bien, on produit moins mais mieux. Si on veut que ce soit traçable, c'est-à-dire qu'on sache où c'est fait, dans quelles conditions et qu'on travaille bien sur les produits pour qu'ils soient moins polluants, etc., forcément, on est sur un autre modèle économique. On ne va pas faire des masses et des masses en série, on va essayer de faire les choses plus intelligemment. Donc il y a aujourd'hui deux collectifs, vous pouvez les retrouver sur Internet. Le premier s'appelle Slow-We-Are, S-L-O-W-E-A-R-E, Slow-We-Are.
qui recense des marques de mode responsables françaises, un certain nombre. Donc, vous avez largement de quoi faire puisqu'il y a vraiment toutes les typologies de vêtements et d'accessoires qui sont représentées. Et c'est les personnes les marques qui sont référencées sur ce site, c'est vraiment des marques qui ont respecté une charte et un cahier des charges de sélection. Et c'est vraiment une initiative qui permet de s'y retrouver. Et puis vous avez aussi un autre collectif qui s'appelle Une autre mode est possible. Une autre mode est possible qui recense ces initiatives. Ensuite, vous allez avoir, moi je l'ai dit, le secteur de la seconde main qui est vraiment l'alternative la plus accessible financièrement pour pouvoir s'habiller de manière plus responsable. Il ne faut pas négliger que malgré tout aujourd'hui, l'objectif c'est de faire en sorte que, y compris les grandes marques, les grandes enseignes changent leur modèle. Certaines commencent à proposer des collections plus responsables, mais encore une fois, il faut être vraiment vigilant. Si c'est des choses qui vous tiennent à cœur, je vous invite vraiment à vous renseigner, à poser des questions à ces marques et ces enseignes et à vous tourner de manière prioritaire vers ceux qui sont, je l'ai dit, de plus petite taille et plus artisanaux. Mais c'est vrai qu'il y a la question du coût et de l'accessibilité économique parce que c'est un certain coût. Il faut savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, un vêtement sur deux que nous avons dans notre placard, nous ne le portons pas. Ce qui veut dire que probablement, on a 2 fois plus de budget pour acheter des vêtements. Donc, plutôt que d'acheter des vêtements à bas coût, en grande quantité, on peut tout à fait se tourner vers la fabrication de vêtements, vers des vêtements fabriqués de la meilleure manière qui soit, avec un budget qu'on va y consacrer plus important. D'accord, merci. Je voulais aussi vous poser comme question, est-ce que du coup, si c'est éthique, c'est pas plus cher? Oui, Enfin, voilà. Vous y avez répondu en grande partie. Alors, certaines associations disent une chose très juste et je reprends ce que dit par exemple Fashion Revolution. Si c'est vraiment pas cher, si un produit coûte moins de 5 euros, c'est forcément que quelqu'un a payé pour ça. Et payer en l'occurrence pour ça, c'est payer de sa santé, parfois de sa survie, en étant exploité, en étant parfois mis en danger par les produits qui sont utilisés pour faire les teintures ou pour faire les impressions sur les textiles, etc. Qui est mis en danger parce que les usines ne sont pas sûres du point de vue de la sécurité des conditions de travail. Donc si c'est pas cher, c'est que quelqu'un a payé pour ça. Peut-être que c'est aussi des gens qui normalement n'ont pas le droit de travailler comme des enfants et des mineurs. Il faut savoir que dans l'agriculture, encore aujourd'hui, notamment dans les champs de coton, vous avez beaucoup de travail d'enfants. Et donc tout le modèle économique repose sur ça pour avoir un produit qui ne coûte presque rien. C'est qu'on n'a pas respecté le droit du travail, c'est qu'on n'a pas respecté les droits humains, c'est qu'on n'a pas respecté les recommandations de l'Organisation internationale du travail en matière de droits des enfants. Donc quelqu'un a payé pour ça et donc il faut vraiment avoir ça en tête quand on choisit en tout cas vraiment la mode à bas coût. Mais encore une fois, moi, je souhaite stigmatiser personne. Je pense que encore aujourd'hui, il est possible qu'il y ait une prise de conscience chez certaines enseignes. Certaines essayent de faire des virages, mais c'est compliqué parce que c'est un modèle qui s'est installé depuis des décennies et que finalement, le moment où elles choisissent de faire le virage, c'est le moment le plus compliqué parce que aujourd'hui, le secteur de la fabrication de vêtements neufs est en crise. En Europe, par exemple, et en France, les consommateurs ont commencé à moins consommer de vêtements neufs en réaction justement à la mode et des marques de mode. Aujourd'hui, on a un secteur qui, en tout cas, traverse des difficultés économiques pour partie des enseignes. On en voit qui ferment. Vous avez peut-être entendu parler de licenciements dans des grandes marques et c'est une réalité. D'accord, merci pour votre question, pour votre réponse. Merci. Bonjour, je m'appelle Arti Dinesh et j'aimerais savoir si vous pensez que la mode éthique est une solution durable. Allô ? Oui. Je réfléchis. Ce qui va s'habiller, c'est un besoin fondamental, comme se nourrir et avoir un toit sur la tête et habiter. Donc ça fait partie vraiment des besoins qu'on a au quotidien. Ça permet de couvrir son corps et de se protéger des intempéries. Et puis ça a un rôle culturel et social très important, la vie, en tout cas dans nos sociétés.
Et donc, on va continuer à s'habiller. La tentation, ce serait de se dire, ben, finalement, comme c'est un secteur qui a énormément produit de méfaits, je pense aux impacts sur l'environnement que j'ai évoqués ou aux impacts sur les droits humains, on pourrait se dire, ben, on arrête complètement et on se met tous en combinaison grise toute l'année avec un manteau noir l'hiver et on arrête la mode. Donc, bon, moi je crois que effectivement, la première étape avant de faire ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on pourrait déjà produire moins, mais mieux. Moins parce qu'il y a énormément de gaspillage. Déjà, avant qu'un vêtement n'arrive en magasin, il faut savoir qu'il y a 15% du tissu qui est utilisé pour ce vêtement qui part à la poubelle, puisque vous avez en moyenne 15% de chute par vêtement. Donc ça veut dire que le tissu, il a nécessité parfois des champs de coton ou du polyester, d'autres matières qui sont utilisées pour être fabriquées. On l'a filé, on l'a tissé, et puis après, il y a une partie qui est jetée à la poubelle. Ensuite, vous avez tous les vêtements qui sont invendables, c'est-à-dire qui ont des défauts de fabrication, et ce qui entraîne le fait qu'ils ne puissent pas être commercialisés et vendus dans les magasins. Vous avez aussi des vêtements qui vont être mis en magasin ou même rester à l'entrepôt et ne jamais être vendus. Vous imaginez déjà tout le gaspillage avant même d'arriver à votre garde-robe. Et une fois que ça arrive dans votre garde-robe, eh bien, je l'ai déjà dit, c'est 50% des vêtements qui ne sont pas portés. Donc, dans toute cette chaîne-là, déjà, on pourrait réduire drastiquement, sans perdre le moindre argent, finalement, en tout cas avant la vente, le volume de textiles produits. Et puis après, ben, il y a une réflexion que doit avoir chaque consommateur sur ce dont il a vraiment besoin. Si on réduisait tout ce gaspillage, eh bien, pour une marque, eh bien, ça permettrait de faire des produits de meilleure qualité, des produits plus durables, en réfléchissant mieux sur les matières employées. Moi, je crois beaucoup que les matières qui nécessitent peu d'eau et pas de pesticides sont l'avenir. Je l'ai dit, le lin, je crois beaucoup à cette matière. En plus, si on prend le cas de la France, c'est une matière qui pousse en France puisque nous sommes parmi les nations et les pays leaders du monde en fabrication de lin. D'ailleurs, dans ma région, dans pas très longtemps, il va y avoir une nouvelle filature. On va réimplanter, et c'est une très très bonne nouvelle, une filature de lin. Ça n'existait plus, alors qu'on fabrique le lin, on l'exportait, ce qui est un peu bête. Donc, je crois beaucoup à cette matière. Je crois beaucoup aussi à tout ce qui concerne le fait de recycler les textiles. Vous ne voulez plus de ce vêtement. Ce vêtement est abîmé. Il est dans votre placard ou il est dans un stock d'une entreprise. Eh bien, on va le réutiliser, soit tel quel parce qu'il est en bon état, soit on peut l'utiliser pour refaire du fil et refaire des textiles, soit pour faire de l'isolant, soit pour faire des matériaux de construction, soit pour faire des matelas. Il y a plein d'applications possibles. Aujourd'hui, on ne s'est pas donné la peine de rechercher et d'investir dans ces filières-là. Et je crois enfin que la mode, c'est une façon de s'exprimer et que c'est une façon d'exprimer son identité et la manière dont on a envie de se présenter aux autres et ce qu'on a envie de passer comme message aux autres sur qui je suis, qui j'ai envie d'être, ce que je veux partager avec vous. Et ce serait dommage d'abandonner toute cette créativité. Mais cette contrainte environnementale et sociale n'est pas cette obligation morale que nous avons de changer le modèle n'est pas négative. Au contraire, elle peut booster la créativité. Aujourd'hui, vous avez plein de marques. J'en ai invité jeudi et vendredi dernier, j'ai invité justement une quarantaine d'entre elles à raconter leur histoire, qui n'utilisent que des bâches de camions, des bâches publicitaires, des toiles de parapluie usagées, des rideaux, des draps usagés, etc., des fins de rouleau, toutes sortes de matières incroyables, des collants dont on refait du fil, etc., et pour fabriquer de nouveaux vêtements. Mais c'est ça l'avenir, c'est vraiment cette boucle fermée qui permet de rester créatif, inventif, de renouveler sa garde-robe tout en ne détruisant pas la planète. Et puis, s'habiller, c'est aussi peut-être louer des vêtements, les réparer, leur donner une seconde vie en brodant, en rajoutant des choses, en les retaillant. Il y a plein de créativité qui peut naître de ça et plein de talents qui peuvent s'exprimer et puis surtout des emplois peut-être désirables pour la jeunesse que vous êtes. Voilà, donc la mode flirte parfois avec l'art, le design, la créativité. Enfin, moi, c'est ce que je pense que c'est aussi de cette
voilà, de ce côté positif que peut naître des solutions séduisantes, y compris pour les jeunes consommateurs que vous êtes. Ok, merci. Je vous laisse avec Sifax. Bonjour, je m'appelle Sifax. Bonjour. Pouvez-vous me dire l'impact de la fabrication de ma tenue sur l'environnement? Là, j'ai des chaussures qui sont fabriquées en Vietnam. Pouvez-vous me dire comment ils ont été fabriqués? Il faudrait que vous me disiez la matière. Je pense que c'est... je sais pas. Hein. Du plastique. C'est du polyester. Alors, est-ce que vous savez comment est fait le polyester de matière synthétique, comme celle qui compose vos baskets? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que le polyester pousse dans les arbres? Non. Non. Alors, c'est drôle parce que on ne sait pas, mais en fait, c'est fait à partir de pétrole. En fait, aujourd'hui, quasiment la moitié des vêtements commercialisés dans le monde sont faits à partir de pétrole. Est-ce que ça vous choque? Oui, ça me choque. Parce que... Donc enfin, voilà, c'est ça. Oui, je vous en prie. Parce que moi, je pense que mes chaussures, c'est juste pour marcher. Je ne sais pas ce qui est fabriqué dans mes chaussures. Mm-hmm. Donc, en fait, on va extraire donc, du pétrole et grâce à un procédé qui permet de faire des polymères et ensuite de faire un certain type de plastique qui est le polyester ou voilà, il y a différentes sortes de matières, l'acrylique, etc., différentes matières qui peuvent être réalisées à partir de ce pétrole. On fait des matières qui sont utilisées pour le textile et l'habillement, y compris pour les accessoires de mode. Donc vous voyez, vous avez un paradoxe complètement fou, c'est que, quelle idée d'utiliser du pétrole pour faire... Alors bien sûr, quand on prend les produits, par exemple, les produits très techniques qui sont utilisés dans le domaine du sport, on va, par exemple, des tenues pour faire du sport. On peut comprendre que les caractéristiques techniques de ces tissus qui sont en polyester sont spéciales. Il faut que ça colle au corps, etc. Mais combien de vêtements de sport a-t-on besoin? Or, aujourd'hui, c'est pas simplement pour le sport qu'on utilise le polyester. On fait des robes en polyester, on fait des chemisiers en polyester, on fait tout en polyester en réalité, y compris on fait des matières alternatives à la laine qui sont faites à partir de pétrochimie et non pétrole. Donc, votre basket, elle est faite à partir de matériaux issus de la pétrochimie qui émettent des gaz à effet de serre au moment de leur fabrication et dont les procédés aujourd'hui, notamment en termes d'émissions de gaz chimiques, ne sont pas maîtrisés. Donc, c'est-à-dire qu'on continue à avoir quand même des effets qui peuvent exister sur notre santé. Vous avez dans ces produits-là souvent des perturbateurs endocriniens qui sont contenus, notamment parce qu'ils sont utilisés pour la finition de votre basket, par exemple. Vous avez eu des scandales en France sur des chaussures en matière synthétique qui ont entraîné des graves maladies dermatologiques de la peau. Donc, voilà. Alors, une basket qui serait éthique, par exemple, c'est une basket qui utiliserait du caoutchouc naturel, parce qu'on sait faire des baskets avec du caoutchouc naturel, ou qui privilégierait des matières recyclées. C'est le cas d'un certain nombre de marques aujourd'hui qui proposent ces solutions-là, parce que malgré tout, refaire des matériaux de type polyester à partir de polyester, c'est facile. C'est-à-dire qu'on sait comment refaire une basket à partir d'une basket. Mais réextraire du pétrole pour le retransformer et refaire une nouvelle basket, c'est complètement délétère et catastrophique pour la planète. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez même une marque de tennis, dont je ne citerai pas le nom, qui collecte des plastiques dans les océans. Donc, collecte du plastique dans les océans. Et avec ces plastiques collectés dans les océans, elle fait une basket. Elle fabrique une basket qui est 100% confectionnée à partir de ces matériaux recyclés. Elle en a vendu des millions dans le monde.
Et il faut savoir que grâce à ces millions de baskets vendus, elle soutient une ONG qui s'appelle Parley for the Oceans et qui collecte justement dans le travail essentiel, cette association, c'est de collecter les plastiques des océans. Donc on sait faire aujourd'hui des choses qui sont un peu meilleures pour la planète et qui, à mon avis, ne coûtent pas plus cher que votre tennis actuel. Mais vous avez raison de vous poser la question. C'est la première question qu'il faut se poser, de quoi est fait mon vêtement et comment est-il fait et par qui. Voilà. De quoi est-il fait, comment est-il fait et par qui. Merci pour votre réponse. Je vous passe mon collègue. Bonjour, je m'appelle Alicia et j'ai une question à vous poser. Dans votre livre Toujours moins cher, mais à quel prix, vous dites que vous avez voulu aller dans une école de mode. Cela veut-il dire que vous étiez d'accord avec cette mode non éthique ? Non, mais à l'époque j'étais très jeune et puis je pense malheureusement que à l'époque où j'étais au collège, cette mode non éthique n'était pas encore une norme. Parce que j'ai quelques années de plus que vous. Donc à l'époque, j'étais plutôt séduite par la créativité, le fait de créer des choses en fait. Voilà, et comme je venais d'une ville textile, la mode me semblait être un bon secteur voilà, pour avoir un métier plus tard. Mais finalement, non, donc j'ai toujours aimé observer, regarder la mode, les objets de mode et d'habillement, les objets de design, de décoration d'intérieur, les couleurs, les matières. C'est vrai que je trouve ça un univers très séduisant parce que voilà, il stimule l'imagination. Et puis vous avez aussi dans la mode quelque chose que j'ai oublié de dire qui est important pour vous, c'est que vous savez, avant la Seconde Guerre mondiale, avant les 30 glorieuses, cette période de prospérité pour la France, etc., où on a eu un grand essor économique dans notre pays, à ce moment-là de notre histoire, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la démocratisation du prêt-à-porter, c'est-à-dire que se sont développés des réseaux de magasins qui rendaient accessibles à tous des vêtements prêts à porter. Parce qu'avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire que oui, il y avait du prêt-à-porter, il y avait des vêtements cousus, mais il n'y en avait pas tant que ça. Beaucoup, les gens confectionnaient eux-mêmes, ils achetaient plutôt le tissu et faisaient faire. Et puis, il y a des marques qui se sont créées, des enseignes, et grâce au développement d'ailleurs du train, on a pu exporter partout en France des produits prêts à porter. Et puis sont nés les catalogues, d'ailleurs c'est à Roubaix que c'est né, comme le catalogue de la Redoute, où vous aviez des modèles qui étaient vendus à toute la France. Et puis à Paris, vous êtes en région parisienne, vous aviez ces grands magasins qui ont ouvert leurs portes. Et donc, une femme ou un homme qui venait d'un milieu modeste, par exemple, pouvait acheter des vêtements qui étaient plutôt des vêtements qui allaient donner une image d'eux, qui était par exemple d'être des gens élégants, etc. Et pouvoir comme ça s'affranchir de leurs origines sociales. Parce qu'avant, on était assigné en fonction de son vêtement, on savait d'où vous veniez et vous n'aviez pas le choix. C'est-à-dire que c'était très compliqué de pouvoir s'habiller comme quelqu'un d'une autre catégorie sociale ou d'un autre milieu culturel. C'est une forme de liberté de pouvoir se dire je peux me réinventer, je peux m'exprimer tout à fait librement au travers de la manière dont je m'habille. Et ça a été donné, ça a été permis grâce à cette démocratisation du prêt-à-porter, où à prix abordable, partout en France, vous avez vu, s'est développée cette offre. Le problème, c'est qu'à partir des années 80, le système s'est considérablement emballé et a produit ce qu'on connaît aujourd'hui, le mass market, dont j'ai décrit les effets et les manières de fonctionner, notamment l'utilisation et l'exploitation, parfois par certaines enseignes, de gens et de la planète surtout. Donc voilà, donc du coup, il faut se le dire, c'est pour ça que moi je trouve que la mode, malgré tout, c'est comme la décoration, c'est comme l'art, ça fait partie des choses qui embellissent notre vie au quotidien. Et il ne faut pas s'en priver, mais il faut savoir comment l'utiliser, comment la choisir et qui soutenir comme créateur de mode, parce qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui ont besoin d'être soutenus, surtout en ce moment.
Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis et vous tourner vers la sociologie? Ah bah c'est un professeur, non, c'est ma mère qui m'a dit non, mais tu passes ton bac d'abord, voilà, on verra après quel métier tu exerceras. Et puis en fait, en étant au lycée, j'ai découvert les travaux de Pierre Bourdieu. Comme je vivais dans une ville qui justement était exactement a vu se fermer les usines textiles ont toutes fermé. Il faut savoir qu'en quelques années, on a vu des dizaines de milliers d'emplois détruits. Et donc les gens n'avaient plus de travail, mais vraiment de manière massive. Et les perspectives d'emploi et les perspectives de réinsertion étaient quasiment inaccessibles. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, vraiment, où je voyais un horizon qui était complètement fermé. Et c'est pour ça aussi que la créativité, la beauté, c'est un échappatoire. Et puis, au lycée, je rencontre un enseignant qui me fait connaître les travaux de Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu raconte cette histoire de cette France ouvrière, de cette France industrielle, comment elle a été finalement maltraitée par les choix économiques et les choix politiques parfois. Et pourquoi elle se retrouve dans cette situation? Parce qu'à l'époque, moi c'était dans les années 80-90, le discours qu'on entendait c'était quand on veut, on peut. Enfin, le discours ambiant, c'est que moi j'entendais, il y avait bien sûr toujours des gens pour s'insurger, mais globalement, l'idée première, c'était de dire quand on veut, on peut. Si les gens sont dans cette situation sociale, c'est parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour s'en sortir. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut à l'école, par exemple, pour réussir. Et donc, voilà, ce sont des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas su, et donc c'est de leur faute. Et moi, ce qui a été libérateur avec la sociologie, c'est de comprendre pourquoi déjà les gens de ma ville, oui, beaucoup n'avaient aucun diplôme. Oui, ils étaient issus de milieux très modestes, immigrés parfois, en tout cas milieux ouvriers très modestes, qu'ils avaient donc eu peu de chances de faire des études. C'est ce que révèle la sociologie. Ça montre, par exemple, la sociologie vous montre la reproduction sociale en milieu scolaire. Comment, quand on est fils de haut cadre, fils de milieu aisé, vous avez beaucoup plus de chances de réussir socialement et à l'école également. Et puis, elle montre que, par contre, quand vous êtes de milieu très modeste, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous, et elle va vous expliquer pourquoi. Donc, de découvrir ça, ça a été libérateur, et de découvrir aussi les mécanismes qui font qu'on se retrouve assigné à résidence parfois, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir de cette spirale de la désaffiliation, de l'exclusion, etc. Et donc comprendre, ça a été libérateur, pas pour se dire je vais me morfondre, mais au contraire pour me dire je vais essayer d'agir pour transformer cette réalité-là. Donc j'ai fait plein de choses, vous avez parlé de l'université populaire, et tout dernièrement, justement, estimant que la fatalité de la fin de l'industrie textile, de la fabrication textile, de la fin du monde de l'artisanat, c'était pas une fatalité, que c'était des métiers qui pouvaient avoir un avenir, et même un avenir meilleur que celui, finalement, pas revivre le passé, mais avoir un meilleur avenir, des meilleurs emplois. Moi, j'ai essayé de défendre ça, et puis j'ai aussi essayé d'infléchir parce que le problème, c'est que pourquoi les entreprises de fabrication textile ont fermé? C'est parce que des enseignes de grande distribution ont fait le choix d'abandonner quelque part, d'abandonner ces ouvriers, d'abandonner ces usines. Et j'ai voulu justement essayer de réparer ce choix-là et de faire en sorte que on fasse pas marche arrière, mais qu'on réécrive une nouvelle histoire. Et c'est pour ça que je plaide le made in local, le fait localement, que j'essaye de soutenir tous les projets de fabrication sur le territoire français, en particulier dans les Hauts-de-France. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais laisser la place à mon collègue. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye. Bonjour. Je voudrais vous poser une question. Comptez-vous créer votre propre marque de mode éthique un jour? Non. Non. Je soutiens tout un réseau de jeunes créateurs.
puisque je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle Fashion Green Hub. Et en fait, cette association, elle fédère 250 entreprises, dont beaucoup de jeunes créateurs. Et je les soutiens, je les accompagne dans leurs projets. J'essaie de faire en sorte qu'ils réussissent ce qu'ils font. Et je les fais aussi, voilà, j'organise des événements dans lesquels ils peuvent présenter leur marque, etc., et développer leur clientèle. Donc, par exemple, la semaine dernière, jeudi, vendredi, il y avait plus de 600 personnes en Zoom, vous savez, comme ça, en visio, pour assister à la présentation de 40 marques de nouvelles marques d'upcycling qui font de la mode responsable. Donc, moi, je soutiens les jeunes marques. Je soutiens aussi, par contre, on a créé un atelier de confection. L'association dont je vous parle, elle a créé un atelier de confection qui emploie une vingtaine de personnes. Donc ça, c'est très important. On essaye de relocaliser la fabrication des produits de mode et d'habillement, un petit peu à la fois, morceau par morceau. Je vous ai parlé d'une filature de lin. Voilà, je crois beaucoup à la fabrication locale pour certains vêtements, en tout cas. Donc, je soutiens ça et je m'implique particulièrement dedans. Mais créer ma marque de mode éthique, non, moi, je veux aider ceux qui créent à vraiment avoir du succès et à développer leurs projets. Merci beaucoup, Majdoline Baye, pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci de vos questions. J'espère que mes réponses étaient claires et que ça a pu vous apporter. Merci beaucoup. Bonjour, nous accueillons maintenant Noël Mamère dans notre émission. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes un ancien journaliste et homme politique français et partisan d'une écologie politique. Vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle de 2002. D'ailleurs, bravo pour vos 5,25% de voix. Merci beaucoup. Et pensez-vous que vous êtes toujours le meilleur des écolos ? Ah, certainement pas. Si je pensais que j'étais le meilleur des écolos 19 ans après les élections de 2002, ça voudrait dire que l'écologie n'a pas fait beaucoup de progrès dans la société. Donc j'ai beaucoup de jeunes qui se mobilisent, comme par exemple tous ceux qui étaient dans les rues de Paris et de quelques grandes villes de province hier pour manifester en faveur du climat. Et puis des jeunes comme vous qui êtes peut-être pas directement concernés par les questions de l'écologie comme ça, mais vous le vivez au quotidien et vous avez envie que vous-même et vos enfants puissent vivre dans des conditions décentes sur cette planète. Donc maintenant, le flambeau, c'est vous qui le portez. Moi, je ne suis qu'un ancien qui se contente de transmettre. D'accord, merci. Vous avez aussi été maire de Belge de 1989 de Bègle. Ah, Bègle. Mais vous avez le trac, détendez-vous. Vous avez aussi été maire de Bègle de 1989 à 2017. Et en 2004, vous avez célébré le premier mariage homosexuel de votre mairie. En 2009, vous avez soutenu l'association Greenpeace. Et pour finir, vous avez récemment appelé au boycott des Jeux olympiques d'hiver de 2022 qui auront lieu à Pékin au regard de la situation des Ouïghours. Oui, et j'ai même arraché un pied d'OGM avec José Bouvet. J'ai été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 100 000 euros de dommages et intérêts avec les faucheurs volontaires pour dire que ce n'est pas à des grandes multinationales comme Syngenta, comme Monsanto, comme Pioneer, de décider de ce que nous devons avoir dans notre assiette, mais c'est à vous, à nous tous d'en décider. C'est ce qu'on appelle la lutte à la fois contre la malbouffe et en même temps empêcher des grandes sociétés qui ne répondent qu'à des intérêts privés de soumettre la nature. Donc c'est un combat qu'il faut mener comme celui que mènent les ONG, que mène la personne qui a répondu avant moi, cette jeune sociologue, Magéline, sur la question de savoir ce que l'on porte. Il faut que l'on sache ce que l'on a dans notre assiette, comme il faut que vous sachiez ce que vous portez, qui l'a fait, comment, ce que ça coûte en termes environnementaux, ce que ça coûte en termes sociaux, ce que ça coûte en termes d'atteinte à la dignité humaine, ce que ça coûte même en perte de vie et en perte de biodiversité. Et le coton OGM, il y en a beaucoup aujourd'hui, et donc il y a beaucoup de vêtements que nous portons qui sont faits avec ces cotons qui tuent les petits paysans, même d'ailleurs en Inde, qui est un grand producteur de coton. La plupart des paysans
qui cultivent ces cotons OGM sont aujourd'hui très dépendants des sociétés qui leur fournissent les semences. Il y en a même qui se suicident parce qu'ils ne peuvent pas payer les semences. Or, dans l'histoire humaine, les paysans, ils semaient, ils plantaient, ils semaient, arrivait le blé, l'avoine et toutes sortes de céréales que l'on peut imaginer. Mais avec ces semences permettaient d'être réutilisées. Or, quand on fait des semences OGM, on les rend stériles. Ça veut dire qu'une fois qu'on a acheté une semence OGM, il faut aller frapper à la porte de Monsanto ou de Syngenta et lui dire « Monsieur Monsanto, Madame Syngenta, je voudrais d'autres semences. » « Eh oui, monsieur, ma mère, mais il faut les payer. » Et donc, ça met les paysans en situation de dépendance. Je vous dis tout ça parce que derrière chaque acte que l'on commet, comme ceux que j'ai fait dans le cadre de la désobéissance civile, il faut savoir prendre ses responsabilités et assumer les risques. Et nous disions, je parle des OGM, dans la mesure où on ne peut pas décider démocratiquement ensemble de ce que nous allons avoir dans notre assiette, de l'orientation de notre agriculture, de la protection de la biodiversité. Alors, puisqu'on ne peut pas le faire à l'Assemblée nationale qui ne veut pas en traiter, j'ai été député pendant 20 ans, alors nous allons aller devant les tribunaux. C'est ce que nous avons fait avec les faucheurs volontaires. Et lorsque j'ai marié 2 hommes à Bègle le 5 juin 2004, c'est parce que dans l'écologie, il y a toujours la question des droits et des injustices. L'écologie, c'est pas simplement la défense des petits oiseaux et des arbres. C'est pas simplement de savoir si on va planter tant d'arbres dans la ville. C'est aussi la lutte. C'est le lien entre cette protection de l'environnement, c'est ce qui nous entoure, et la question des injustices. Des injustices sociales, la question des droits. Eh bien, il n'y a pas de raison parce qu'on a telle ou telle orientation sexuelle, on ne puisse pas avoir les mêmes droits que les autres. Voilà. Et donc, j'ai pris le risque. J'en suis très, très heureux. Je ne le regrette pas. J'ai été suspendu de mes fonctions de maire par le Premier ministre de l'époque, M. de Villepin, pendant 1 mois. Mais j'en tire plutôt une fierté et je trouve que la société est bien lente puisqu'il a fallu 9 ans avant que l'Assemblée nationale se saisisse de cette question et que nous votions la loi pour le mariage pour tous. Mais je pourrais vous donner un autre exemple. En 2002, alors vous allez dire que je fais vraiment l'ancien combattant, mais parmi ce que je revendiquais au nom des écologistes, il y avait le droit à mourir dans la dignité. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont très marquées par les religions et qui s'acharnent sur des hommes ou des femmes qui sont en fin de vie et qui sont accablés de souffrance et qui ne voudraient pas souffrir, mais que l'on ne peut pas aider à partir parce que la loi ne l'autorise pas. Eh bien, il se trouve que un pays très catholique, beaucoup plus marqué par l'Église que la France, qui s'appelle l'Espagne, vient de voter une loi autorisant le droit à mourir dans la dignité, ce qu'on appelle l'euthanasie. Donc c'est comment on assume notre propre destin. Et c'est ce à quoi vous êtes confrontés. C'est pas de vous bagarrer les uns contre les autres pour vous en sortir par rapport à une situation qui risque d'être difficile, comme celle qu'ont connue nos parents ou nos grands-parents. Vous, ce seront les conséquences du dérèglement climatique, d'autres pandémies qui viendront si nous restons sur le même modèle. Mais c'est assumer. La solution, elle n'existe que dans le collectif. Donc il faut que l'on se dise, tous autant que nous sommes, qu'aussi bien à Paris qu'à Dakar, qui a été évoqué tout à l'heure par Mageline, nous avons un destin commun. Et c'est au nom de cette idée que nous avons un destin commun qu'on doit être solidaire. Et qu'on ne s'en sortira pas en cultivant nos égoïsmes, mais que par l'entraide et par la solidarité. Et savoir rester debout, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, de rester debout. Merci. Alors maintenant, on va laisser la parole à nos collègues pour vous poser quelques questions. Eh bien, je serais ravi d'y répondre, mais n'hésitez pas à m'interrompre, ceux qui vont suivre. Vous vouliez poser une question ? Mademoiselle, allez-y. Est-ce que cette présentation vous convient ? Avez-vous quelque chose à dire ? Mais cette présentation me convient parfaitement et je n'ai rien à ajouter de plus. Déjà, j'ai trop parlé. Et donc, je vais écouter les questions de vos successeurs avec plaisir. C'est ça,
la logique? Oui, c'est Merci ça, à vous c'est en ça, tout c'est cas, ça. et merci d'avoir travaillé sur ces questions et d'avoir rappelé mon parcours. Merci. Parce que moi maintenant je regarde l'avenir plutôt dans un rétroviseur que de l'autre côté. Même si je m'intéresse toujours à votre avenir à vous, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Alicia et j'aurais une question Bonjour, à vous Alicia. poser. Si vous aviez été élu en 2002, quelle aurait été votre première action pour l'environnement? Alors ça c'est le jeu. Vous me posez une question que posent toujours les journalistes. Si vous aviez été élu, quelle est la première chose que vous auriez faite? Alors moi j'ai l'habitude de répondre que c'est de vous dire, je ne vais pas vous répondre à cette question. Pourquoi? Parce que l'action politique ne se résume pas à une action. Donc il faut mettre en œuvre un ensemble d'actions. Je ne sais pas quelle aurait été en 2002 la première action que nous aurions menée, mais il faut avoir une majorité qui vous suit pour pouvoir mettre en œuvre des politiques et décider d'un certain nombre d'actions. Donc ce que j'aurais fait, eh bien, c'est d'être conforme au programme que j'avais présenté devant les Français. Et donc parmi les éléments du programme, il y en avait qui concernaient la société, il y en avait qui concernaient il y avait le mariage pour tous, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des questions évidemment liées à l'environnement, mais des questions liées à la justice sociale, à la justice environnementale. Donc c'est un ensemble. Donc on ne peut pas résumer une action politique, l'action politique à une seule décision. Voilà, donc j'aurais essayé d'appliquer mon programme. Merci pour votre réponse, je vais laisser place à mes collègues. Ah merci, c'était rapide. Bonjour. Attendez, Bonjour, bonjour. Bonjour Noël, ma mère. Bonjour. Je m'appelle Quel est votre David. prénom? Je m'appelle David. David. Parlez bien devant le micro. C'est le vieux journaliste qui vous parle. Comme vous avez dit avant, vous avez fait des choses illégales. Est-ce que vous êtes fier? Oui, je suis fier, oui, parce que je me suis battu au nom de ce que je crois juste. Je n'ai volé Quand j'ai marié deux hommes, ces deux hommes n'ont volé de droit à personne. Ils n'ont retiré de droit à personne. Nous n'avons fait que nous battre pour ajouter des droits à ceux qui n'existaient pas. Donc j'ai le sentiment d'avoir fait progresser le droit. Et quand on fait progresser le droit, on fait progresser nos libertés. Et quand j'ai arraché un pied d'OGM, eh bien je ne le regrette pas, parce que, même si j'ai été condamné, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à Monsanto ou aux grandes multinationales de décider de l'agriculture et de la qualité de ce que nous mangeons. Vous avez, si vous avez regardé la télé, mais vous ne regardez plus la télé, maintenant vous ne la regardez pas comme nous on le faisait, mais vous avez une journaliste qui s'appelle Marie-Monique Robin et qui a produit et qui a tourné un documentaire très intéressant qui s'appelle Le Monde selon Monsanto. Ben là, vous verrez ce que c'est. Ça correspond exactement, c'est exactement la même démarche de soumission que celle qui a été très détaillée tout à l'heure par Magelline. Et les vêtements et la mode. C'est le même esprit. Okay. Merci. Mais monsieur, vous savez, c'est pas bien les choses illégales. Bien sûr que ce n'est pas bien, mais je n'incite pas à l'illégalité. Comment vous dire? La désobéissance civile, parce que c'est dans ce cadre-là que je l'ai fait. C'est une tradition très ancienne. C'est pas une tradition française d'ailleurs. Elle vient des États-Unis et d'un philosophe très engagé qui s'appelle Henri David Thoreau. Il faudra que vous ayez regardé sur Internet qui était Henri David Thoreau. C'était un grand défenseur de la nature. Il est mort? Ah, il est mort il y a longtemps parce qu'il vivait au 19e siècle. Mais ce qu'il faisait, il était un grand défenseur de la nature, mais en même temps, il aidait les esclaves qui fuyaient les plantations. À l'époque de l'esclavage aux États-Unis, il les aidait à passer au Canada quand ils fuyaient ces plantations. Donc il était à la fois un homme très impliqué par les questions d'environnement, très proche de la nature, et en même temps un homme très engagé au service des libertés. Et il a désobéi. On lui a demandé de payer un impôt qui finançait l'esclavage et la guerre américaine au Mexique. Il a dit non, donc il a passé une nuit en prison. Et puis ses amis ont payé la caution, il est ressorti, et il a écrit un petit texte après qui s'appelle « La désobéissance civile ».
Il a été le modèle de grandes figures de la désobéissance civile que l'humanité entière respecte. Je pense à Gandhi, qui a été l'homme qui a conduit à l'indépendance de l'Inde, et je pense à Martin Luther King, qui se revendiquait d'Henri David Thoreau, grande figure de la désobéissance civile. Quand, par exemple, Madame Rosa Parks, dans les années 50, s'assoit dans un bus qui est réservé aux Blancs, elle fait preuve, elle désobéit. Mais elle désobéit pour quelque chose d'universel. Elle désobéit pour la conquête de droits. Et donc elle ne commet pas une action illégale pour aller voler quelqu'un. Elle ne vole personne. Elle fait progresser les droits. C'est ça la désobéissance civile. Et c'est dans cet esprit-là que je suis illégal. Expliquez-moi un truc, monsieur. Oui. Vous avez fait ça. Vous êtes un délinquant. Je suis un dangereux délinquant en face de vous. D'ailleurs, je suis très content que vous soyez mis à distance de moi. Ça vous évitera d'être contaminé par la délinquance, accessoirement par le Covid. Mais écoutez, je pense que quand on croit à certains hommes, à certaines valeurs, que l'on veut les défendre, il faut aller jusqu'au bout. Donc je ne tire aucune fierté de ces actes de désobéissance. Je regrette d'être obligé d'en passer par là, mais je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un mouvement, vous avez peut-être vu ça, le sigle, c'est un cercle avec un sablier au milieu, le mouvement Extinction Rébellion. C'est un mouvement de désobéissance civile. Donc quand par exemple, mais ce sont des mouvements, si vous voulez, ce qu'il faut bien noter, et ça j'aurais dû vous le dire dès le départ, la désobéissance civile, son fondement, c'est la non-violence. C'est la non-violence. Quand je vais arracher un pied d'OGM, il y a un gendarme qui est en face de moi et je lui dis « Monsieur le gendarme, il faut me photographier. Je n'ai aucune autre arme que mes mains. » Vous comprenez ça? Et donc c'est le principe de la non-violence, parce que la non-violence, elle subvertit la violence. Quand vous avez en face de vous des jeunes, comme on l'a vu il y a quelques mois, qui occupaient le pont Sully à Paris, en manifestant d'ailleurs pour le climat, ils bloquaient le pont. Ils n'avaient pas d'armes, ils étaient là, c'est ce qu'on appelle un die-in, ils se sont fait asperger de gaz lacrymogène par la police. Bon ben, dans l'image de l'opinion, c'est la police qui a donné, qui a montré une violence, peut-être qu'elle a droit à la violence légitime, mais qui a montré une violence qui était totalement disproportionnée à l'action que menaient ces jeunes pour alerter l'opinion sur les questions du climat. Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Non, j'ai eu un casier judiciaire pendant 10 ans, mais ça c'est une autre histoire qui est trop longue à vous raconter, mais qui n'est pas du tout liée à des comment vous dire, à des larcins que j'aurais pu commettre. Non, vous n'étiez pas né, bien sûr. En 1986, je présentais les journaux télévisés de la mi-journée sur Antenne 2, sur France 2, le journal de 13h. Et je le présentais, 1986, c'est l'année où la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé. Et le responsable du nucléaire français n'arrêtait pas de nous expliquer qu'il n'y avait aucun danger pour la France et que le nuage, il n'était pas passé sur la France. Ce qui était une contre-vérité, ce qui était un mensonge. Ça a été montré par l'OMS quelques années plus tard. Et quelques années après ces événements, je suis invité dans une émission, je vais retrouver son nom, il fait toujours la même émission depuis 40 ans, mais avec des titres différents. Et j'étais à côté d'un homme qui est mort depuis, qui était une grande figure de la télé, qui s'appelait Michel Pollack, qui parlait d'un livre d'une femme qui est devenue prix Nobel de littérature, qui s'appelle Svetlana Alexievitch, et qui a écrit un livre sur Tchernobyl qui s'appelle La Supplication, qui raconte ce qui s'est passé pour les ouvriers qu'on a envoyés nettoyer Tchernobyl et qui savaient qu'ils étaient destinés à la mort. Et donc, ça m'a rappelé cette histoire et j'ai dit, ah oui, tiens, en 86, il y avait un sinistre personnage, le professeur Pellerin, c'était son nom, qui nous racontait que le nuage n'a pas franchi les frontières de la France. Ben, il m'a attaqué, ce monsieur, en diffamation. Et j'ai perdu en première instance, j'ai perdu en appel, j'ai perdu en cassation, je suis allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné le gouvernement français, et mon procès a été révisé. Mais pendant les 10 ans,
entre la première instance et la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai sur mon casier judiciaire est figuré la diffamation envers ce représentant de la République. Mais ça a été effacé. Donc je n'ai plus rien sur mon casier judiciaire. Il est vierge. Ok. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Vous vous prénommez comment? Je m'appelle Christian Milojevic. Très bien. Je suis déjà merci de venir pour écouter nos questions. Et je voudrais vous demander pour vous, quel est le meilleur et le pire président au regard de la question écologiste? C'est une question un peu binaire, on va dire. Il faut que je dise qui. Alors, pour ne rien vous cacher, je pense que tous les présidents qui se sont succédés jusqu'à maintenant ne sont pas des écologistes. Donc certains ont fait faire quelques progrès, d'autres ont été carrément... le mot n'est pas nul d'ailleurs, ils ont été malhonnêtes. Je pense par exemple à Sarkozy, qui organise le Grenelle de l'environnement et qui réunit... D'ailleurs, c'était d'ailleurs extrêmement... c'était une très bonne idée de réunir des syndicalistes, des représentants d'ONG, les milieux agricoles. Il y a eu beaucoup d'espoir suscité par ce Grenelle de l'environnement et quelques mois plus tard, au Salon de l'agriculture, il dit, pour faire plaisir à la FNSEA, qui est le plus grand syndicat agricole français et qui soutient l'agriculture intensive, et il est allé leur dire l'environnement, ça commence à bien faire. Donc tout est tombé par terre. Et puis vous avez plus récemment Emmanuel Macron qui met en place sur la proposition de Cyril Dion et de quelques militants écologistes la Convention citoyenne pour le climat, où des hommes et des femmes sont tirés au sort, ils ne sont donc pas choisis en fonction de leurs compétences ou de leur milieu social, qui formule 149 propositions, qui sont, après avoir été informés, après avoir rencontré des experts, le président leur dit « Je prendrai vos propositions sans filtre ». Et aujourd'hui, commence à l'Assemblée nationale l'examen de la loi climat, qui s'intitule d'ailleurs Climat et résilience, et qui n'a retenu que très peu de choses de la Convention, des propositions de la Convention citoyenne, et qui les a même travesties. Et donc, il y a, si vous voulez, on se rend compte que c'est très difficile de faire avancer l'écologie dans les politiques publiques, enfin dans les lois, pour améliorer votre vie quotidienne et votre avenir, quand le gouvernement est peuplé de responsables politiques qui sont très loin de l'écologie. Quand Nicolas Hulot a démissionné avec fracas en 2018, constatant qu'il ne pouvait rien faire, il n'a fait qu'un constat qui consiste à dire qu'un ministre écologiste dans un gouvernement qui ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. Donc, si on veut que... peut-être que dans quelques années, quelqu'un d'autre viendra à ma place, vous serez plus grand, vous poserez la même question, et peut-être que là, vous aurez la chance d'entendre quelqu'un qui vous dira « On a un grand président ou une grande présidente écolo, on est très content et les choses avancent parce que l'écologie a gagné du terrain dans l'opinion. » Voilà. Mais au tout début, vous avez dit que l'écologie a avancé, mais maintenant vous nous dites qu'elle n'a pas trop avancé. Alors, votre question est intéressante. Elle a beaucoup avancé par rapport à ma génération. Moi, quand j'ai milité pendant très longtemps, je milite toujours d'ailleurs, mais plus en vitrine comme avant, beaucoup moins exposé. Mais moi, j'appartiens à la génération qui a été qualifiée d'obscurantisme, de défense de la bougie contre le progrès, Mais les idées qu'on a avancées, c'est comme quand vous plongez un sachet de thé dans de l'eau, ça infuse. Nos idées, elles ont infusé dans la société. Et aujourd'hui, quand votre génération est plus préoccupée par les questions d'écologie que ne l'étaient les générations d'avant. Voilà. Et c'est ça qui a avancé. C'est qu'aujourd'hui, l'écologie n'est plus considérée comme quelque chose de subalterne. C'est considéré comme quelque chose d'essentiel au même plan que les inégalités, que la lutte contre les inégalités, que des politiques pour améliorer la condition sociale, que la question économique, la question du chômage, la question de la santé.
D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour vos questions. Et félicitations pour ces 30 ans à l'Assemblée nationale. Merci. 20 ans c'était, pas 30, mais bon. Excusez-moi. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ali. Bonjour Ali. Je vais vous poser une question. Quel peut être le rôle des hommes politiques en faveur de l'écologie ? Il doit être... il ne peut pas y avoir de politique écologique sans que des hommes politiques se saisissent de cette question. Mais avant que des hommes politiques se saisissent de cette question, il faut que se dégage une majorité dans la société pour voter pour les écologistes. Car si vous votez pour d'autres formations politiques, ou en tout cas pour des hommes ou des femmes dont l'écologie n'est pas la priorité, vous n'aurez pas, ces hommes et ces femmes politiques ne joueront pas un rôle déterminant dans les avancées écologiques. Donc ça commence déjà par la mobilisation de la société. Plus la société se mobilise pour défendre les idées de l'écologie, pour revendiquer un environnement plus sain, un air moins pollué. Aujourd'hui, il faut savoir que dans notre pays, à Montreuil comme à Bègles, où j'étais maire, la pollution de l'air fait des dégâts terribles. Il y a en moyenne à peu près 50 000 morts prématurées par an en France à cause de la pollution de l'air. À cause de la pollution de l'air, je ne cite que ce chiffre-là, mais on pourra en citer d'autres. Donc, si on veut que ça s'arrête, en tout cas le freiner, il faut une mobilisation de la société, que cette société, elle se prononce dans une démocratie, et nous sommes dans une démocratie, pour des hommes et des femmes qui ont placé en toute priorité de leur programme les questions écologiques. Et évidemment, quand ils seront au gouvernement, alors ils seront en mesure de pouvoir faire avancer les choses. Voilà comment les hommes politiques peuvent agir. Merci Noël Mamère pour vos réponses. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour le débat avec les autres invités. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous applaudis. Au revoir. Bonjour, je suis Alicia, en compagnie de Safiatou. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons maintenant une femme qui travaille pour l'association Les Amis de la Terre, Alma Dufour. Bonjour Alma, comment allez-vous ? Ça va, merci. Vous militez pour une transition vers une société plus écologique, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Écologique et sociale aussi, pour que les gens puissent vivre mieux qu'aujourd'hui. Ok. Vous faites partie d'une association fondée en 1970 avec l'aide des citoyens qui ont vraiment pris conscience que le système avait besoin d'un changement. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Dans les années 70, c'était il y a bien longtemps déjà, on parlait déjà du changement climatique, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. On parlait déjà des conséquences environnementales des activités humaines. Et en fait, effectivement, il y avait une poignée de gens à l'époque qui se mobilisaient déjà pour dire attention, si on continue comme on le fait, c'est-à-dire si on continue à développer des industries très polluantes. On a parlé par exemple du textile, mais il y a aussi l'agriculture, la voiture, l'avion, etc. Si on continue à pas changer de modèle, en fait, on va avoir des gros problèmes dans des dizaines d'années de changement climatique, un changement qui aura des impacts sur le monde entier, en France mais aussi ailleurs. Et donc déjà à l'époque, des gens devenaient militants et disaient il faut changer le système. Bon, malheureusement, 50 ans après, on en est toujours à dire il faut changer les choses et comme on l'a vu, ça prend beaucoup de temps. Néanmoins, voilà, moi je fais partie de la nouvelle génération de jeunes et moins jeunes qui se mobilisent pour l'écologie, comme je l'ai dit, pour aussi la justice sociale, que les gens aient des meilleurs salaires, des meilleures conditions de vie partout en France, mais aussi ailleurs dans le monde et peut-être qu'on en reparlera. Et même si c'est très compliqué de faire changer le système, parce qu'il y a des gens puissants et riches qui veulent pas que ça change parce que eux ils en bénéficient et pas les autres. Malgré tout, on voit que quand même il y a des choses qui changent. On voit que les gens prennent de plus en plus conscience et il faut aller encore plus loin et se mobiliser ensemble. Et voilà, c'est un de mes rôles. C'est mon rôle aussi aux Amis de la Terre. Ok. C'est une association qui protège l'homme et l'environnement et c'est grâce à des personnes brillantes et engagées comme vous que le système a une chance de changer. Est-ce que cette présentation vous convient ? Avez-vous quelque chose à ajouter ? C'est gentil. Je sais pas si je suis brillante, en tout cas je suis engagée, ça c'est sûr, mais c'est pas que grâce à moi que les choses vont changer, c'est grâce à nous tous.
Et en fait, voilà, l'association dont je fais partie, mais aussi tous les mouvements, que ce soit Extinction Rebellion, les gens qui sont allés manifester dimanche, mais aussi des mouvements avec qui on travaille beaucoup, comme par exemple le mouvement contre les violences policières, Assa Traoré, etc. On travaille aussi, on a organisé une manif cet été avec Assa pour justement toucher tout le monde, toucher aussi d'autres endroits, des jeunes dont les priorités sont pas forcément les mêmes parce qu'on n'a pas la même vie, on vient pas des mêmes endroits. Et donc en fait, c'est pas que moi, par exemple, c'est tout le monde. Et en fait, on peut tous agir ensemble et c'est ça l'idée. Donc c'est grâce à moi, mais ce sera aussi grâce à vous si les choses changent demain. Voilà. Merci. Nous laissons la parole à nos camarades pour vous poser quelques questions. Bonjour, je m'appelle Whitney. Et je voulais savoir pourquoi avoir choisi l'association Les Amis de la Terre pour militer pour l'écologie et pas une autre. C'est une bonne question. Après, voilà, je milite dans plusieurs associations. Je travaille aux Amis de la Terre, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que les Amis de la Terre. Il y a Extinction Rebellion, Greenpeace, Alternative. Enfin bref, il y a plein d'associations. Ce qui m'a vraiment plu chez les Amis de la Terre, c'est que c'est une association qui pense à l'écologie, donc évidemment les animaux, les plantes, etc., mais qui pense aussi beaucoup aux êtres humains. Que ce soit donc ici en France, et notamment aux gens qui sont pauvres, qui ont du mal à joindre les deux bouts en fin de mois, que ce soit aussi dans les pays pauvres, notamment, voilà, on parlait du textile, donc les gens qui travaillent pour fabriquer des vêtements ou fabriquer des smartphones, etc., les gens qui sont victimes de très grandes entreprises occidentales, on va dire qu'elles soient américaines ou européennes, dans leur pays, en fait, et qui sont victimes d'abus, qui sont des violations des droits de l'homme, en fait, enfin, des enfants qui travaillent, des gens qui sont payés $1 par jour pour travailler 12 heures, etc. Et c'est ça que j'aimais beaucoup aux Amis de la Terre, c'est que c'est une association qui a toujours réussi à penser l'écologie en mettant l'humain au centre et en essayant à la fois de lutter contre les dérèglements et de protéger la planète, mais protéger aussi les plus fragiles, donc dans la société, que ce soit en France ou ailleurs. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup et on continue vraiment de le faire. Et voilà, c'est pour ça que je suis à l'aise dans cette association plus qu'ailleurs, je pense. D'accord, merci beaucoup. Quelle est la part de bénévolat dans l'association Les Amis de la Terre ? Ah, c'est super intéressant comme question. Je voudrais dire, enfin, typiquement... moi, je travaille, par exemple, je suis salariée, je travaille sur une thématique assez précise, on va dire. Enfin, je travaille sur le textile, l'électronique, sur Amazon, tout ça, H&M, Zara, Apple aussi. Et par exemple, avec moi, il y a au moins, je dirais, 200 bénévoles dans toute la France qui travaillent pour nous aider, qui font des manifestations, qui vont contacter leurs députés, qui font des reportages, qui vont parler à la presse. Et donc, en fait, pour chaque personne salariée, en fait, il y a énormément de bénévoles qui font ça quand ils peuvent, dans leur temps libre. On organise des manifestations, etc. Et il y a des mouvements qui ne sont que des bénévoles. Par exemple, Extinction Rebellion, c'est, il me semble, 7000 bénévoles qui font de l'activisme voilà, toute l'année. Alternativa aussi. En fait, c'est des réseaux avant tout bénévoles, avant d'être salariés. Et c'est pour ça que tout le monde peut s'engager, parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire. Même quand c'est pas beaucoup, même quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on peut passer que quelques heures par semaine, voire même pas, voire une fois de temps en temps. En fait, on a besoin de plein de bénévoles. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus, évidemment. Merci. Je relaisse la parole à mes collègues. Bonjour. Je m'appelle Pélagée. Je sais pas si ça marche. Pourquoi Amazon est une entreprise aussi puissante ? Aussi puissante ? Ah ouais, pourquoi c'est une entreprise aussi puissante ? Parce que... Bon, déjà parce qu'ils viennent des États-Unis. Et les États-Unis, c'est un très gros pays, très puissant. Parce qu'aux États-Unis... Ils ont écrasé tous les autres et c'est devenu la plus grosse entreprise des États-Unis. Et à partir de ce moment-là, ils sont arrivés en Europe et dans d'autres pays. Et en fait, ils deviennent de plus en plus puissants parce qu'ils sont... Je ne sais pas comment expliquer ça de manière simple, mais vous voyez ce que c'est la bourse Wall Street. Ça vous dit un peu quelque chose, tous ces investissements financiers, etc. Et ben Wall Street, c'est énormément d'argent et en fait, ils investissent tous sur Amazon parce qu'en fait, voilà, c'est une entreprise américaine qu'Amazon a promis qu'elles allaient conquérir le monde et qu'ils allaient un peu faire disparaître les autres entreprises en face, donc notamment dans le commerce, dans la vente de produits, etc. Et donc du coup, ils ont toute cette puissance financière derrière eux et c'est pour ça que c'est très puissant et c'est pour ça qu'aujourd'hui...
Effectivement, Amazon, c'est une entreprise où vous allez trouver souvent des choses moins chères, par exemple, ou vous allez être livré en moins de 24 heures. Et donc, il n'y a que cette entreprise-là qui fait ça vraiment en France. Pourquoi ? Mais comme disait Majdouline tout à l'heure sur le textile, c'est que quand c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. Et c'est parce qu'en fait, ils fraudent beaucoup de choses. Ils fraudent l'impôt, ce que personne ne sait. Donc forcément, comme ils jouent pas avec les mêmes règles, forcément, ils peuvent proposer des choses moins chères. Mais aussi, ils ont une capacité d'investir sans gagner de l'argent qui est presque infinie, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise normale. Vous voyez, si, je sais pas, votre papa ou votre maman, il a une petite entreprise, genre n'importe quoi, lui, à la fin du mois, il va devoir être en positif, sinon il va se retrouver en faillite assez vite. C'est-à-dire qu'il doit gagner de l'argent. C'est normal, c'est ça une entreprise normalement. Amazon, c'est un monde à part. Amazon ne doit pas gagner de l'argent pour continuer à avoir des investisseurs. Et en fait, Amazon ne gagne pas d'argent sur la vente de produits. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça que personne ne peut se battre contre ces entreprises-là. C'est pour ça qu'ils sont si gros. Voilà, je ne sais pas si c'est très, très clair. C'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est le système financier que personne n'arrive à comprendre parce que ce n'est pas la vie des gens normaux, on va dire. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Isaac. Alors, vous avez une position très critique sur Amazon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui. Oui. Et d'ailleurs, je précise qu'il n'y a pas de jugement. Si vous avez déjà acheté des choses sur Amazon, j'imagine que c'est le cas. Je sais pas, peut-être, je sais pas qui a acheté déjà sur Amazon si vous levez la main, mais je pense que c'est normal, c'est les générations. Et il n'y a aucun souci. C'est pas la question. On n'est pas là pour accuser les gens. En fait, chacun fait comme il peut. Non, pourquoi on est très critique pour plusieurs raisons. Donc, je l'ai dit déjà, Amazon, c'est une entreprise qui fraude la loi et les règles. Donc, c'est pas juste. En fait, c'est une entreprise déjà qui paye pas d'impôts. Très peu d'impôts. Et en fait, ces impôts-là qu'elle paye pas, ça va se retrouver, on le voit aujourd'hui avec le Covid, avec les hôpitaux, il n'y a pas assez de lits, donc on peut pas mettre suffisamment de personnes en réanimation. Aujourd'hui, on va devoir trier les malades qui vont rentrer à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de lits. Et pourquoi il n'y a pas assez de lits et de soignants ? C'est parce que aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle les services publics. Et les services publics, ils sont financés grâce à l'impôt. Donc toutes les entreprises qui, comme Amazon ou d'autres, font énormément de business, on va dire. Parce qu'Amazon, j'ai dit qu'ils ne gagnaient pas d'argent, c'est vrai. Mais par exemple, Apple gagne énormément d'argent. Apple, c'est l'entreprise qui fait le plus de bénéfices au monde. Apple aussi paye très peu d'impôts en France et dans le monde. Et en fait, toutes ces entreprises-là qui ne payent pas leur part d'impôts, alors qu'elles sont très riches, en fait, elles diminuent la capacité de financer des trucs aussi essentiels que l'hôpital, par exemple. Donc ça, c'est pas bien. Ça, déjà, c'est pas bien. Donc Amazon, mais c'est pas la seule. Donc j'ai dit Apple, Zara, H&M, etc. Toutes ces entreprises-là, c'est ce qu'on appelle des multinationales. Les multinationales, en fait, elles utilisent le système mondial pour se mettre là où elles font le moins, où elles auront le moins à payer d'impôts, alors qu'en fait, elles vendent pas de produits. Par exemple, en Europe, il y a quelques États tout petits où il n'y a personne qui habite quasiment, non j'exagère, mais le Luxembourg par exemple, c'est un pays, mais en fait il y a moins d'1 million d'habitants au Luxembourg. Et pourquoi toutes les multinationales, elles sont domiciliées au Luxembourg ? Pourtant, elles ne vendent pas vraiment au Luxembourg, elles n'ont pas assez de clients là-bas. Pourquoi ? C'est parce qu'au Luxembourg, on paye quasiment pas d'impôts. Donc elles utilisent le Luxembourg pour faire leur activité en France, pour vous vendre des produits, mais elles ne vont pas payer leurs impôts en France. Et ce n'est pas le cas de toutes les petites entreprises françaises que vous croisez dans la rue, le libraire, le boulanger, qui eux payent leurs impôts en France. Ça, c'est la première chose. Il y a la deuxième chose, c'est ce qu'on a dit sur l'impact sur l'environnement. Donc Majdouline en a parlé sur le textile. C'est vrai aussi pour les smartphones. Je ne sais pas si vous savez comment sont faits les smartphones, mais par exemple, les métaux qui composent vos smartphones sont extraits notamment au Congo par des enfants, par des gens qui, c'est même pas qu'ils ne sont pas payés, c'est qu'en fait, ils sont forcés de travailler dans des mines par des soldats, en réalité. Et ça, c'est une réalité. C'est toute l'industrie. Et c'est pas que la faute d'Amazon, évidemment, mais Amazon s'appuie sur ce système de production qui n'est pas éthique du tout, comme disait Majdouline, pour vendre énormément de produits à très bas coût et engranger, faire du business, continuer de croître, alors que les conditions de production de ces produits sont pas écologiques. Du coup, on l'a dit, le changement climatique est aussi dû en grande partie à toutes ces industries, donc textiles, électroniques, parce qu'en fait, les produits sont fabriqués par exemple en Chine, dans des usines qui consomment beaucoup de charbon. Le charbon, c'est on va dire, l'énergie fossile qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc il y a déjà, ils produisent trop. Et comme ils vendent pas cher, en fait, ils ont besoin de produire toujours plus pour gagner un peu d'argent. Donc c'est là où le modèle, il est pas écologique. C'est-à-dire que, comme le disait Majdouline, il faudrait produire moins et mieux.
Mais en fait, eux, leur but, c'est de toujours produire plus, pas cher, tuer la concurrence. Et en fait, ça c'est incompatible avec le changement climatique. Et en plus, ils respectent rien, c'est-à-dire qu'ils payent mal les gens. Ils contribuent du coup à la dégradation des conditions de travail dans les pays du Sud. Donc ça, c'est très problématique. Si on veut sortir de ce système où il y a des enfants qui travaillent pour fabriquer les produits qu'on utilise aujourd'hui, Amazon, en fait, on ne peut pas passer par Amazon parce qu'en fait, leur but, c'est de faire de plus de profit, de vendre de moins en moins cher. Et en fait, ils en ont rien à faire des conditions de travail des gens à l'autre bout du monde qui travaillent pour fabriquer ces produits. Et la dernière chose qui est problématique, on va dire, c'est que Amazon, comme d'autres entreprises du e-commerce, en fait, ça détruit beaucoup d'emplois, aussi en France. On ne se rend pas forcément compte, mais en fait, Majdouline parlait de tous les vendeurs de textiles qui ferment, etc., de vêtements. Il y a beaucoup de faillites en ce moment. Et en fait, c'est aussi dû au fait que Amazon, pour vendre les mêmes produits, ils vont employer 2 à 3 fois moins de personnes. Parce qu'en fait, c'est des très, très gros entrepôts où il y a des robots. Il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de caissiers, de caissières, etc. Et en fait, tout ça, c'est beaucoup d'emplois en France qui disparaissent. Alors, en soi, c'est pas forcément grave. C'est pas la question. C'est-à-dire, si on trouve que c'est mieux comme ça, on peut dire que c'est mieux comme ça. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de travail, l'État va vous dire que c'est votre faute si vous n'avez pas de travail. L'État, aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faut payer moins les chômeurs parce qu'en fait, tout le monde doit pouvoir trouver un travail s'ils le veulent. C'est leur faute s'ils ne trouvent pas de travail. Et tant qu'on a ce rapport-là au fait qu'en fait, si on est au chômage, c'est notre faute, on ne peut pas, du coup, défendre des entreprises qui détruisent des emplois en France, parce que c'est le cas, ça détruit 2 fois plus d'emplois que ça en crée, et en même temps culpabiliser les chômeurs. Donc, soit on passe à un système où si on ne trouve pas de travail, c'est pas sa faute et on peut quand même vivre. Soit on décide quand même qu'on va culpabiliser les chômeurs. Et dans ce cas-là, il ne faut pas défendre des entreprises comme Amazon qui détruisent des emplois. Voilà, en gros. Ok, merci. Merci pour votre réponse. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Youssef Elouche. Vous dites qu'Amazon détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Mais si Amazon ferme, où vont aller tous les employés ? Ouais. C'est une bonne question. Donc aujourd'hui, si Amazon fermait, il y aurait plus d'emplois dans les magasins. Donc finalement, en termes d'emplois, on serait gagnant. C'est-à-dire qu'il y aurait quelques emplois qui seraient détruits. Mais en fait, il y aurait plus d'emplois après, puisque du coup, voilà, les magasins retrouveraient des clients. Après, ils pourraient quand même livrer les gens. C'est pas la question, c'est pas de dire qu'il faut pas se faire livrer, c'est encore autre chose. Mais en fait, si Amazon fermait, ce serait positif pour les emplois. Par contre, oui, les gens... Il y a des vrais gens qui travaillent quand même pour Amazon, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut proposer des alternatives à ces gens-là, parce que souvent Amazon va s'implanter dans des endroits où il y a beaucoup de chômage. Et ils le savent en fait. Ils viennent spécialement dans des endroits où ils savent qu'on ne va pas leur dire non, même s'ils ne payent pas d'impôts, même s'ils ont des conditions de travail assez horribles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a du chômage. Donc les gens, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Et en fait, voilà, on travaille avec les syndicats d'Amazon et des salariés notamment, qui nous racontaient que dans le nord de la France, il y en avait un, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas trouvé de travail. Et donc quand Amazon est arrivé, il a dit, bon, je suis obligé. En fait, j'aime pas ça, j'aime pas ce travail, c'est très fatigant. Travailler pour Amazon, c'est vraiment, au bout de 2-3 ans, en fait, on n'en peut plus physiquement, on est cassé parce qu'en fait, ils traitent les gens comme des robots, c'est-à-dire, vous devez marcher des kilomètres toute la journée pour aller chercher les colis, vous vous faites mal au dos et par exemple, pour vous donner une idée, il y a 3 accidents du travail par jour chez Amazon en France, c'est énorme. En fait, les conditions de travail sont vraiment horribles, mais les gens n'ont pas le choix. Parce qu'Amazon va spécifiquement dans des territoires où il y a du chômage de masse, encore plus que la moyenne nationale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Parce qu'on a beau dire oui, ça créera plus d'emplois ailleurs, il faut penser aussi aux gens qui sont concernés directement par ces entrepôts. Et du coup, il n'y a pas de réponse simple là-dedans, mais on essaye de travailler à des projets alternatifs, c'est-à-dire... justement, on parlait de la mode durable, par exemple, mais je rejoins quand ce que disait Majdouline. Enfin, en fait, relocaliser la fabrication, par exemple, de vêtements en France, pas de tous les vêtements, évidemment, mais en fait, ça créerait beaucoup d'emplois et ce seraient des conditions de travail meilleures et on pourrait les mettre dans des endroits où il y a du chômage, où il faut des industries, c'est-à-dire des usines, quoi, mais ce serait plus écologique, ce serait plus social. On pourrait aussi, vous savez, les smartphones reconditionnés, je ne sais pas si ça vous parle.
En fait, aujourd'hui, il y a des usines en France qui fabriquent ces smartphones. Il n'y en a plus beaucoup et il y en a de moins en moins parce qu'elles partent en Chine. Mais en fait, vos smartphones, si vous les achetez sur je sais pas, Recommerce ou même Back Market, en fait, des fois, ils sont fabriqués en France. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et ça, des usines comme ça peut créer 500 à 600 emplois et c'est beaucoup plus écologique parce que, en fait, c'est des produits, vous réutilisez le smartphone et vous lui redonnez une nouvelle vie. Il est neuf, il est comme neuf, mais en fait, vous n'êtes pas allé chercher tous les métaux, exploiter les enfants au Congo. Et ça peut être fait en France et ça peut aussi créer de l'emploi, du coup, pour des gens chez Amazon qui seraient licenciés si jamais Amazon partait de France parce qu'on leur a trop pourri la vie, quoi. Voilà. D'accord, merci Alma Dufour. Merci Alma Dufour pour vos réponses. Merci. Nous remercions les invités Alma Dufour, Noël Mamère et Majdoline Bey pour leur disponibilité et leurs réponses. Toute la 3e C du collège César Evora. Les professeurs Monsieur Buffard, Helmut et Souza. La professeure de documentalisme Madame Émilie Bouzid. Le rectorat et la DRAC pour leur soutien. Le cinéma Méliès. Et enfin les bibliothèques de Montreuil et plus particulièrement Annabelle, Kaina, Marilyn, Michel et Valérine. L'équipe de l'association AVEC et en particulier Julien, Oumara et Abeille pour leurs connaissances techniques et leur soutien. Le journaliste Édouard Zambo pour son aide précieuse lors des séances de préparation. On lui laisse la parole pour dire quelques mots. Merci à vous, bravo. Je suis très content d'avoir vu que vous avez bien écouté les réponses aux questions qui vous ont été posées. Mais pourquoi vous êtes enfui? Fallait pas quitter le plateau comme ça. J'aurais bien aimé avoir votre petit débrief à vous. Qu'est-ce que vous en retirez, vous? C'était très intéressant. Alors, c'était très intéressant cette interview avec Joël Mamère, etc. Alors, voilà, j'ai bien aimé. J'ai appris des choses même, on peut dire. Grâce à vos connaissances, vous donnez le flambeau à la jeunesse. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Eh ben, tiens-le fort, le flambeau. On compte sur toi. Je crois que c'est ce que disait Noël tout à l'heure, en disant qu'il était là pour vous passer le flambeau. Merci à vous, du coup, du temps que vous avez consacré à cette classe, à Majdoline qui est en distanciel, comme on dit aujourd'hui, et puis à vous deux qui avez pris le temps de venir rencontrer. Et voilà, et j'espère que vous garderez tous ce que je vous ai répété 4000 fois. Qu'est-ce que je vous ai répété 4000 fois? Le plus important, c'est... La deuxième question. Voilà, la deuxième question, c'est important. N'oubliez pas. La deuxième question, très importante. La première, puis la deuxième. Voilà. Bon, et je vous laisse conclure l'un et l'autre, peut-être. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de venir. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, soit ici, soit ailleurs, que ce soit en manifestation ou dans d'autres cadres. J'espère que ça vous a intéressé un peu. J'espère que vous vous sentez motivé pour tout ce qu'il y a à venir et tout ce qu'il y a à faire dans les prochaines années. Et voilà, c'était vraiment un plaisir. Et on est à votre disposition, vous pouvez me contacter si jamais vous avez des questions et si vous voulez nous rencontrer. On travaille juste à côté, d'ailleurs, on est avenue Pasteur, au 47 avenue Pasteur à Montreuil aussi. Et donc à très bientôt, quand il n'y aura plus le Covid aussi. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation à tous et j'espère à bientôt. Alors c'était le privilège de l'âge, c'est à moi de conclure, pour vous remercier vivement de nous avoir accueillis chez vous, dans votre collège, pour vous dire que pour moi c'est toujours un plaisir, parce que tu disais tout à l'heure que tu as beaucoup appris, et moi à chaque fois que je rencontre des jeunes de votre génération, j'apprends beaucoup. Et j'ai longtemps exercé un métier qui s'appelait le journalisme, et dans lequel je répondais quand on m'interrogeait, c'est un des plus beaux métiers du monde parce qu'on est payé pour apprendre. Alors ce que je vous souhaite, c'est d'avoir le goût des autres, et de cultiver la curiosité du monde. Bon après-midi. Et Sifac, revends pas tes chaussures en plastique. Hein. Revends pas tes chaussures en plastique. Elles sont très bien. Nike.
On a un petit mot à vous dire avant. Vas-y, Maïmouna. Merci à tous d'avoir participé. Nous nous retrouvons sur le site des bibliothèques de Montreuil pour découvrir dès demain la diffusion différée de cette émission. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Saison 8 sur le thème de l'engagement pour l'écologie. Dès le 14 mai, venez découvrir la revue Passage des bibliothèques. Revue écrite par la journaliste Sylvie Fagnar dans le cadre de sa résidence et illustrée par le dessinateur Étienne Lecorota. Excusez-moi. En juin, le montage final de l'émission sera projeté au cinéma Le Méliès. Merci encore à tous et à toutes. La place de la femme.